Bonjour pour ce cours d'histoire du lundi 6 avril. Donc c'est parti comme d'habitude. Prenez comme base ce PDF avec la vidéo. Je vous invite à regarder la vidéo pour voir les explications. Nous allons commencer par la correction de l'évaluation de géographie rapidement car elle est sur Pronote. Alors, c'était le premier exercice. Vous aviez ces questions. En gros, il fallait décrire ce qu'on voyait sur cette photographie. Chose qu'on avait déjà faite en classe, quand on était encore au collège, à l'époque. Alors, je vous ai pris une des meilleures copies. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est un de vous qui a fait cette chose-là. Donc, ça montre que vous pouvez faire de très très bonnes copies. Alors, sur cette photographie, qu'est-ce qu'on voit? En gros, sa réponse est toute simple, hein. C'est qu'on voit des grues qui vont déplacer ces conteneurs. Et après, on voit tout ce qui est des usines et plus loin des habitations. Donc, c'est une ZIP, une zone industrialo-portuaire. C'est-à-dire qu'il y a un port et aussi des activités industrielles. Industrialo-portuaires. Une ZIP. Donc, hop, le bassin où les bateaux arrivent. Hop, industrialo-portuaire. Et la deuxième question, je voulais plus précisément qu'on parle des conteneurs. Hein, vous savez, ces boîtes d'acier qui sont réglementaires et qui vont être déplacés par ces grues. Et dedans, on peut mettre tout ce qu'on veut, hein, des portables, des meubles, des choses de valeur. On peut même les réfrigérer. Ça veut dire qu'on peut transporter des citrons, par exemple, dedans. Donc c'est très important. Sans conteneur, il n'y a pas de mondialisation et sans conteneur, il n'y a pas de zone comme ça. Ça n'existerait pas. Ça serait très différent. Là, la deuxième partie, même principe, mais à un autre endroit. Donc là, on n'est pas sur une zone industrielle, on est sur une zone qui va être plus touristique. Donc il fallait expliquer qu'on voit la mer avec des baigneurs, des touristes ici, et là des habitations, mais sûrement aussi beaucoup de logements type hôtel ou Airbnb pour les touristes. C'est ça qu'il fallait dire. Ces gens qui sont là, ils n'habitent pas ici à l'année. C'est très peu probable. Peut-être quelques-uns, mais la grande majorité sont des touristes. Donc, ils n'utilisent pas l'espace de la même façon que les gens qui habitent au jour le jour. Les gens qui habitent au jour le jour, ils vont être serveurs, ils vont être par exemple médecins pour soigner les touristes, ils vont être restaurateurs, ils vont être hôteliers, des choses comme ça. Tac, donc je vous laisserai, on va aller très rapidement, je vous laisserai aller voir sur Pronote. Vous avez également vos notes sur cette plateforme. Alors, deuxième exercice, hein, vous avez vu que je vous ai fait une évaluation quand même simplifiée pour que ça aille, voilà, ça soit plus facile pour vous à distance. Alors, compare les littoraux de Hong Kong et de Lloret del Mar. En gros, c'est exactement la même question que si j'avais dit comparer les littoraux de Busan et de l'île Maurice, ce qu'on avait fait en classe. Je vous avais mis un coup de pouce ici, et en gros, il fallait construire votre réponse en vous servant du coup de pouce. Ce que cet élève a très bien fait. Donc, premièrement, elle a parlé de la population. Il y avait qui dans la population? Est-ce que c'est des restaurateurs, des commerçants? C'est quoi leur métier? La même chose ici. Elle a défini. Alors d'un côté il y a une ZIP, de l'autre côté c'est plus une station balnéaire, hein. Toujours prendre les mots de vocabulaire. Apprendre les mots de vocabulaire, c'est pas juste pour les réciter, c'est pour les mettre dans vos rédactions, pour montrer que vous avez compris, pour enrichir votre vocabulaire, pour faire en sorte que ce que vous pensez soit plus précis. Ça va vous permettre de progresser en argumentation. C'est toujours utile, hein, de pouvoir défendre son propos. Hop, donc les aménagements, une fois qu'elle a parlé des gens, elle a parlé, je crois que c'est une fille, je dis elle, mais c'est peut-être un élève, je me rappelle plus. Une fois que cette personne a parlé donc des personnes, justement, personne. Après aménagement, donc les choses physiques, pas les humains, les navires, les quais pour télécharger les marchandises. Hop, après elle a parlé de l'environnement, la faune et la flore. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de poissons dans le port? Pas forcément, c'est pollué. Elle va parler des touristes. Après, elle va parler des problématiques qu'il y a, les embouteillages, le bruit, la pollution. Et puis, il va avoir les objectifs économiques. Euh, Qu'est-ce que c'est les objectifs? Là, il y a d'un côté, c'est pour le tourisme balnéaire. Pour le Danemark, c'est de faire de l'argent en ayant le plus de touristes possible. Pour Hong Kong, c'est d'avoir le plus de bateaux possible. Et en conclusion, donc elle a fait une conclusion, c'est une très bonne chose, cette personne a fait une conclusion. Donc, que c'est deux littoraux totalement différents. Un en zone industrielle,
en zone une station balnéaire. Donc très très bien. Vous irez voir Pronote, tout est là-bas. Donc je suis allé volontairement rapidement sur cet élément. Et nous passons donc à l'histoire. Ouais, je me suis amusé à faire un... Enfin, amusé. J'ai fait ça, hein. Ah, je vous cache pas que le confinement, là, je commence à... Ah, je préfère faire des cours en vrai quand même. Parce que des cours à distance, j'imagine que vous, c'est pareil chez vous, c'est quand même moins intéressant. Alors, nouveau chapitre d'histoire. Donc on était sur de la géographie, maintenant on passe à l'histoire. Donc vous prenez votre cahier et vous marquez ça. Donc c'est un nouveau chapitre, vous avez une page. Rome, du mythe à l'histoire. Donc c'est le chapitre 2 du thème 2. Donc ça, vous le mettez dans votre cours. À la suite, c'est un nouveau chapitre. Tchou, c'est parti. Vous allez recopier la frise chronologique, page 85. Donc vous la recopiez dans le cours. Donc là, vous mettez la vidéo en pause et vous allez recopier cette frise. Donc comme d'habitude, hein, c'est pas parce qu'on est en distance qu'on va pas faire les, les repères spatio-temporels. Donc les repères pour savoir où ça se passe et quand ça se passe. Donc hein, on parle de moins 800 jusqu'à peu près à Jésus-Christ. Donc à 0, quoi. Donc vous prenez le temps, vous faites ça bien. Une fois que ce sera fait, vous revenez. Première question, donc en vous servant de la frise chronologique. Quand la cité de Rome a-t-elle été fondée? Et quand devient-elle une république? République avec un R majuscule. Alors hop, vous répondez. Pareil, vous mettez sur pause. Vous regardez votre frise chronologique. Rome est fondée en 753 avant Jésus-Christ, donc en moins 753, c'est la même chose. Elle devient une république en moins 509. En 509 avant Jésus-Christ. Ça, vous avez tout sur la frise chronologique. Donc involontairement, je vais vite. L'idée, c'est que vous mettiez la vidéo en pause et que vous fassiez les exercices de vous-même. L'idée, c'est d'être autonome, c'est d'être voilà, d'être mature, de savoir faire le travail. Et donc pas de vous servir de la correction à chaque fois. Parce que sinon, ça ne sert à rien. À l'aide de la à l'aide de la carte, page 85, indique quels territoires ont été conquis par Rome et quand. Donc même page, vous avez une carte. Vous avez trois couleurs. Vous avez du rouge, du orange et du jaune, en fonction de l'époque où ça a été conquis. Plus c'est foncé, donc plus c'est rouge, plus c'est ancien. Donc vous voyez qu'au début, c'était à Rome, donc la ville de Rome, donc en rouge, et ce qu'il y a autour, donc le Latium, ce qui a donné les Latins. Le Latium, c'est une région. Puis après l'Italie, vous voyez ça? Après l'Italie, puis après tout le reste. Donc je vous laisse regarder la carte et faire l'exercice de vous-même, hein. Donc vous devez m'indiquer les dates, vous devez m'indiquer les lieux, tout est marqué sur la carte. C'est des choses que vous connaissez, vous avez déjà vu. Grèce, on a déjà vu. La Syrie et l'Égypte, on a déjà vu. Espagne et la Gaule, ce qu'est les Gaulois, vous devez connaître également. Donc c'est parti, vous faites ça. Quand vous aurez fini, vous revenez et cette fois-ci, donc dans partie cours, introduction. Donc comme on l'a dit, donc ça vous le marquez dans votre cours, Rome est au départ une petite cité du Latium. Latium, hein, c'est la région autour de Rome. Le Tibre, c'est un fleuve, donc au bord du Tibre, est dirigé par des rois étrusques. Étrusques, c'est un peuple, les Étrusques, tout simplement. Donc la fondation au 8e siècle, donc en moins 753, 8e siècle avant Jésus-Christ, moins 753, par Romulus. Elle a été créée par Romulus, d'où le nom Rome. Enfin, elle aurait été fondée par Romulus. On va voir plus tard que c'est pas forcément de l'histoire, c'est peut-être plus de la mythologie. Et entre la République et l'Empire, donc entre moins 509 et moins 27, ça vous l'avez donc en violet sur votre prise chronologique. Entre ces deux dates, Rome conquiert d'abord l'Italie, puis tout le bassin méditerranéen, tout ce qu'il y a autour de la Méditerranée. Donc vous marquez ça. Une fois que c'est fait, vous allez sur la problématique et vous la marquez à la suite. Hein, vous savez, c'est toujours comme ça, les débuts de chapitre, on écrit beaucoup. Problématique, comment Rome
cité aux origines mythiques, pas mystiques, affirme-t-elle sa domination en Méditerranée au premier millénaire avant Jésus-Christ? Première partie, du mythe à l'histoire, la naissance de Rome. Petit a, une cité aux origines légendaires. Donc là, pareil, vous allez à votre rythme, vous utilisez le PDF ou la vidéo pour avancer. 3, page 86. Donc vous allez page 86. Explique qui sont les ancêtres de Rémus et Romulus. Donc de Rémus et Romulus. Vous avez donc, c'est le document 3, page 86, celui avec les cases violettes. Et je veux que dans votre réponse, là je vous la donne pas totalement, je veux que dans votre réponse, il y ait les termes Vénus, donc, qui est une déesse, la déesse de l'amour et de la beauté. Je veux qu'il y ait les termes Aîné. Donc, Aîné, c'est une personne. Vous pouvez le voir aussi à côté sur la peinture. Mars, dieu de la guerre. Le terme Dieu, le terme demi-dieu. Donc à votre avis, Aîné, si c'est le fils de Vénus, qui est une déesse, et que son père n'est pas un dieu, il est pas totalement dieu, il est, je vous laisse deviner, facile, le terme mythologie et le terme la ville de Troie, donc la ville de Troie en Grèce. Aîné vient de là-bas. Voilà, donc une fois que c'est fait, on passe à la suite. Prenez le temps de le faire, hein. C'est une petite réponse en vrai, hein. C'est 2 lignes. Il faut expliquer qui sont les gens. Vous pouvez pas dire les ancêtres de Aîné sont Vénus, Aîné, Mars, Dieu, demi-dieu, mythologie. Non, ça n'a aucun sens. Vous faites des phrases. 5, page 87. Vous avez un petit texte. Et vous devez m'expliquer comment aurait été créée Rome selon la légende. Tac, la réponse doit contenir les termes suivants: Rémus, Romulus, augure. Une augure, c'est un présage, c'est une chose qu'on pense qui va se réaliser. La date 753 avant Jésus-Christ, je vous rappelle, c'est la fondation de Rome. Fonder une ville, bagarre sanglante. Alors, donc dans ce texte, donc faites votre réponse, mettez sur pause, puis après revenez. Voilà, donc l'idée c'est que Rémus et Romulus sont frères. Ils ont été abandonnés, ils ont été élevés par notamment une louve, c'est l'image que vous avez en dessous, hein, page 87. Et à un moment, ils veulent créer une ville. Donc ils se disent, on va regarder les augures. Donc c'est les croyances de l'époque, c'est regarder les oiseaux, et en fonction de comment sont les oiseaux, ça va nous dire si on va avoir de la chance ou pas. S'il y a plein d'oiseaux, on va avoir de la chance. Et deux frères voient les oiseaux, mais Romulus, il en voit plus. Donc ça commence à créer de la jalousie. Rémus et Romulus se disputent, et la dispute finit en bagarre, qui finit par la mort de Rémus. Donc voilà, c'est fait simple, hein, l'histoire est bien plus longue, mais l'idée c'est que voilà, Romulus va créer Rome, puisque son frère est mort. C'est pour ça que Rome s'appelle Rome, par rapport à Romulus. Si c'était Rémus qui avait gagné, peut-être que Rome se s'appellerait Rem, tout simplement. Après, on va voir, c'est pas forcément de l'histoire, c'est peut-être plus de la mythologie, ça. Partie court. Donc, hein, n'ayez pas peur, ne dites pas, ah, il y a beaucoup de choses à écrire. La semaine dernière, je vous ai donné pas grand-chose à faire, hein, à part l'évaluation. Et là, c'est l'équivalent d'une semaine de travail, hein, ce que je vous donne dans ce PDF. C'est bien plus court qu'en la réalité. Quand on est au collège, on fait beaucoup plus que ça. Donc, dans l'Antiquité, des mythes expliquent les origines de Rome. Mythe, le terme mythe est important, hein, c'est pas de l'histoire. L'histoire de Rémus et Romulus, c'est important parce que c'est les croyances des gens, mais ce n'est pas de l'histoire. Le poète Virgile raconte l'épopée d'Énée, donc qui est un prince héros troyen, qui aurait échappé au massacre et au pillage de la ville de Troie. Il arrive en Italie, il se fait ami avec Latinus, qui était un roi, puis devient roi des Latins. Il y a une coquille, deux fois le même terme.
Donc en gros, Énée vient de Troie, qui est en Grèce. Il est fils d'une déesse. Il s'allie avec Latinus, qui est le roi à l'époque de la zone, puis quand ce roi-là meurt, il devient lui roi à sa place. Et une autre légende raconte que Romulus et Rémus, donc ses descendants, donc c'est les gens qui viennent après lui, vont, donc en gros, ça va être ses arrière-petits-enfants, donc ils ont à la fois Énée dans leurs ancêtres et Mars, le dieu de la guerre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est de la mythologie, c'est pas forcément de l'histoire, parce que être fils de dieu, c'est quand même un peu particulier. Hop, ça c'est l'histoire qu'on vient de voir dans le texte. Et voilà, pourquoi on a vu ça, parce que les Romains après vont utiliser ces ancêtres prestigieux pour justifier leur domination et leur conquête. Ils vont aller attaquer les peuples autour et dire: «Ah mais vous savez, nous, nos ancêtres, c'est des dieux, donc on a le droit de faire ça». Hop, un peu de vocabulaire, de fondation et légende. C'est des mots que vous connaissez peut-être, mais est-ce que vous savez bien les définir? Donc je vous les mets en vocabulaire. Donc partie court, à la suite de ce que vous venez de marquer, vous marquez ça. Hop, petit b, vous inquiétez pas, hein, on a passé le plus gros du cours. Les origines historiques de Rome et les apports de l'archéologie. Donc maintenant qu'on a vu les mythes, on va voir un peu vraiment de l'histoire. Question 1, 2, 3, page 88. Donc 1, 2, 3, page 88, qu'est-ce que vous avez? De quand datent les premières traces d'habitation sur le site de Rome? En gros, à quelle époque les archéologues ont trouvé des pierres, des restes qui prouvent qu'il y avait de la vie là-bas, il y avait des gens qui y habitaient? Question avec la réponse, tout simplement 8e siècle avant Jésus-Christ. Ça, vous l'avez directement. Deuxième question, qui dirige Rome au 6e siècle avant Jésus-Christ? Que construisent-ils? Et troisième question, quelle découverte des archéologues confirme l'existence d'une cité organisée entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ? Vous répondez à ça, puis vous revenez sur la vidéo. Hop, donc du coup, la question 2, qui dirige Rome au 6e siècle? C'est des rois. Et ils construisent des remparts autour de la ville. Donc, tout simple, hein. Là on va vite, c'est simple ce que je vous demande. Donc, vous le voyez sur le document, tout est marqué, un rempart autour de Rome. Le roi étrusque Servius Tullius fait construire ces murs. Donc ça, il y a une preuve, on l'a vu, sur place, il y a encore des murs. Donc les archéologues ont trouvé ça, ce qui prouve que Rome a existé à cette époque. Et quelle découverte des archéologues montre que cette ville, en plus d'avoir existé, était organisée. C'était une ville importante. Eh bien, ils ont trouvé des traces de temples. Quand vous avez des temples dans une ville, c'est que c'est pas un village, hein, c'est déjà costaud. Des égouts. À l'époque, il y avait des égouts à Rome. Ça, c'est assez novateur. À l'époque, c'est pas toutes les villes qui ont des égouts. Donc on appelait la cloaca maxima, de rempart et d'un forum, une sorte de grande place. Donc il y avait des grands bâtiments, des grandes structures, comme vous pouvez le voir dans votre manuel. Et regardez, là je vous ai mis la petite carte. Vous avez ici un cirque. Ici, vous avez un palais royal. Ici, vous avez le temple de Jupiter. Là, vous avez le forum. Vous voyez, vous avez plein de choses. Donc, hop, on enchaîne. Aujourd'hui, on va vite. Dans le cours, à la suite. À la suite du petit b, vous marquez ça. Les découvertes des archéologues ont confirmé que des hommes ont habité le site de Rome au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc là, grâce à ces découvertes, on sait que, voilà, il y a des mythologies, de la mythologie, des légendes qui existent, mais il y a également de l'histoire. Rome a vraiment existé à partir de cette époque-là. Au début, c'était des rois étrusques, qui ont gouverné Rome. Donc, après le légendaire Romulus, hein, Romulus n'a pas forcément existé, mais par contre, les rois ont existé.
Et en 509, les Romains chassent le dernier roi étrusque et fondent la République. C'est ce que vous avez en violet dans votre frise chronologique. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. On sait qu'ils ont été chassés. Il y a aussi plein de légendes, plein d'histoires. On pourrait faire des séries et des films dessus, mais voilà. On n'a pas 55 heures pour parler de toutes les batailles qui sont passées, les trahisons, les meurtres, et les meurtres entre frères, et des choses comme ça. Ce ne sera pas le cours d'aujourd'hui, en tout cas. Hop, on arrive vers la fin. Grand 2, vous marquez ça. Rome, une république à la conquête du bassin méditerranéen. Le bassin méditerranéen, c'est tout ce qui est autour de la mer Méditerranée. Que ça soit au nord, la France, l'Espagne, l'Italie, ou au sud, le Maghreb par exemple, avec la Tunisie, l'Algérie, et jusqu'à l'est, avec la Syrie, la Turquie. Voilà, on arrive à la fin du cours. Pour la semaine prochaine, pour lundi 13, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez à faire les questions 1, 2, 3, page 93. Voilà, donc prenez le temps de faire ces exercices. Marquez bien tout dans votre cahier, que ça soit nickel. Prenez connaissance sur Pronote de votre note et de la correction de l'évaluation, enfin de votre note, de vos compétences, de ces choses-là, et du corrigé. Voilà, bonne journée à vous, bonne semaine. N'hésitez pas à me contacter via Pronote, via la messagerie de Pronote, si vous avez des questions. Bonne semaine!